Le branding et la performance marketing, à vue d'œil, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas très bien. Et pourtant, c'est là-dedans que vous avez la clé de votre stratégie d'acquisition. En effet, d'un côté on a le branding, avec une marque forte, une identité qu'on reconnaît, une confiance accordée par vos visiteurs et vos clients. Et de l'autre côté on a la performance marketing, avec un ROI qui est mesurable, des KPI qui sont serrés et des choses qu'on peut traquer du début à la fin. Mais quand on parle de branding, quel exemple est-ce qu'on peut donner? Il y en a des milliers, et vous connaissez très sûrement ceux que je vais vous donner. Les plus classiques, ça va être Apple et Louis Vuitton, par exemple. La force de ces marques, c'est qu'elles ont une identité extrêmement forte, que tout le monde les connaît, et que lorsqu'on est dans un process de décision d'achat, forcément, elles viennent nous gratter l'esprit à un moment ou à un autre. Comment est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là? Assez simplement, elles ont acheté beaucoup d'espace publicitaires, du display massif et des choses dans tous les sens, histoire qu'on en prenne plein la vue et qu'on soit sûr de s'en souvenir toute notre vie. Et d'un point de vue ROI, qu'est-ce que ça donne quand on fait du branding comme Louis Vuitton ou Apple? Eh ben, c'est compliqué à mesurer. Malheureusement, avoir des gros espaces pubs dans les aéroports ou sur les Champs-Élysées, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et que c'est assez difficile à mesurer quand on envoie des gros 4x3, que tout le monde les voit, mais qu'on ne sait pas vraiment qui les a vus et qui achète ensuite. Si vous voulez un exemple assez emblématique de pourquoi est-ce que le branding c'est difficile à mesurer et comment est-ce qu'on se retrouve dans ces situations, on peut prendre par exemple la pub assez culte d'Apple de 1984. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Où on se retrouve avec Ridley Scott à la réalisation, ce qui est assez fou, ce qui donne une pub magnifique, évidemment, qui est encore étudiée alors qu'il est aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on calcule le ROI d'avoir Ridley Scott à la direction à la place d'une pub plus traditionnelle? Assez compliqué, et donc les répercussions qu'on a encore aujourd'hui à étudier cette pub-là, elles sont très fortes, mais comment est-ce qu'on aurait fait pour matrixer ça, calculer ça à l'époque dans le ROI de la publicité qu'on fait pour les produits Apple? Un des secteurs dans lequel le branding est vraiment le plus utilisé, c'est clairement le secteur du luxe. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec beaucoup de branding dans le secteur du luxe? Parce qu'on ne vend pas une utilité malheureusement dans le secteur du luxe. On vend évidemment du rêve, on vend un besoin, on vend une envie. Et donc on a besoin de faire du branding, on a besoin d'avoir une identité forte, d'avoir des gens qui aiment cette marque pour pouvoir se retrouver. Il y a Steve Jobs qui disait notamment que la marque c'est l'investissement le plus précieux qu'on puisse faire dans notre entreprise pour notre produit à long terme. On a aussi Donald Trump qui nous disait récemment que si notre entreprise n'est pas une marque, elle reste une commodité. Et ça c'est assez vrai. Le problème de performance marketing qu'on va voir après, c'est que malheureusement on se positionne en tant que commodité, mais on traque extrêmement bien. Parce qu'en effet, dépenser des milliers d'euros dans des grands displays dans tous les sens, c'est sympa quand on est déjà blindé et qu'on peut faire du market et dépenser de l'argent sans trop se soucier du ROI. Mais si on a besoin d'avoir un retour sur investissement parce qu'on n'a pas les bourses à Crésus, dans ce cas-là, performance marketing, c'est un peu plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on met 1 euro dans Google Ads ou dans Meta Ads? Combien est-ce qu'on récupère? C'est ça la vraie question qu'on va finir par se poser finalement. Je discutais récemment avec Guillaume Imbert, qui est directeur e-commerce chez Interflora, et il me disait: on pilote les investissements marketing à la marge générée. C'est-à-dire que pour chaque euro investi, on va analyser et on va traquer quelle marge ça a généré, combien d'euros ça a généré en termes de marge et de profit. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le tracking du performance marketing. Le tracking dans le performance marketing, et la question c'est un peu la question du ROAS. Grosso modo, pour chaque euro investi, combien est-ce qu'on va récupérer? Et le minimum qu'on pourrait s'infliger entre grands guillemets, ça va être 2 pour 1, c'est-à-dire que pour 1 euro investi, on va en récupérer 2. Quel est le maximum qu'on pourrait avoir? Là, le maximum, c'est une autre histoire. On a Alex Hormozy, par exemple, un gros influenceur US, qui se targue souvent de générer 36 euros de chiffre d'affaires en moyenne pour chaque euro investi dans les ads. Pour vous donner une petite anecdote personnelle, quand j'étais chez Cdiscount, on voyait vraiment les différents leviers qui étaient plus orientés performance marketing vs les différents leviers qui étaient orientés branding. En effet, il y avait une équipe par exemple qui était dédiée à la search sur paid, donc c'est-à-dire Google Ads grosso modo. Et donc eux, on voyait vraiment qu'ils pilotaient la marge sur chacune des campagnes, sur chacun des clics, sur chacun des produits, etc. Et c'était uniquement le profit qui était important pour eux. De même, tu avais aussi la partie social ads qui eux étaient orientés payant, trafic payant sur la partie sociale, donc les social media. Et ils étaient aussi très orientés marge, pilotage au profit, etc. On voyait vraiment d'ailleurs que leur travail était très analytique. Et c'était très orienté sur quel est le ROI sur chacun des produits, sur chacune des campagnes qu'on fait. Au SEO, on essayait tant bien que mal de calculer tout ça, mais malheureusement, lié à la latence qu'on avait sur le levier, etc. Un peu dans l'entre-deux, on avait une vision long terme, on savait qu'on allait générer de la croissance, mais c'était assez compliqué de savoir si on allait avoir un ROI extrêmement positif sur chacune des actions qu'on menait. Enfin, la dernière équipe qui était vraiment l'équipe la plus orientée long terme, par exemple, c'était une équipe qui s'appelait l'équipe branding, qui elle était chargée non pas vraiment d'avoir un ROI court terme et un calcul
calcul de la performance sur chacune de leurs actions, mais une vision long terme de comment maximiser la force de la marque qu'étaient Cdiscount, comment gagner une identité qui soit plus forte vers les consommateurs et réussir à avoir une confiance plus forte aussi. Donc toute la partie performance marketing, elle est peut-être pas aussi sexy que Steve Jobs et le fait que investir dans sa marque, c'est le seul moyen d'avoir le meilleur ROI long terme, mais en tout cas c'est une approche qui est extrêmement fonctionnelle sur le court terme et qui fait qu'on peut calculer progressivement son ROI sur chacune des actions, ce qui est quand même assez rassurant, et ça peut éviter des drames où on envoie des milliers voire des millions de dollars dans des campagnes qui au final ne servent à rien. Mais du coup là c'était une approche très macro. Comment est-ce qu'on fait d'un point de vue micro? Quels sont les leviers qui sont attribués à la performance et les leviers qui sont attribués au branding? Assez simplement, pour moi, le levier le plus orienté performance, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un levier où on est payé pour chaque client qu'on amène. Donc on est vraiment sûr du ROI qu'on va avoir sur chaque client, étant donné, ou à peu près sûr, étant donné que on va payer en l'occurrence souvent un pourcentage des revenus qu'on va générer. Donc par exemple, en affiliation, il peut arriver qu'on paye 50% des revenus générés par le client vont être versés directement à la personne qui nous l'a amené, donc à notre affilié. Là, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'approche branding. On reste une commodité, notre affilié, la personne qui va nous envoyer du trafic va nous l'envoyer. Nous, on le convertit et derrière, on va lui redonner de l'argent. On ne perd de l'argent que si on en gagne, donc au final, très orienté performance. Deuxième levier, très orienté performance, toujours pour moi, c'est Google Ads avec la partie search. Donc les search ads, le search payant, c'est pas un endroit où on peut faire beaucoup de branding parce qu'on n'a pas beaucoup de visuels, etc. On est 3-4 à faire de la pub au même endroit. Celui qui prend le clic et derrière, à lui de le convertir. On paye tous plus ou moins le clic au même prix dans cette partie-là. Le but, c'est ensuite d'être le plus efficace dans la conversion directement sur le site, mais globalement, on se retrouve avec quelque chose qui est très orienté performance parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour passer des messages, pour créer de l'identité. On n'a pas de visuel. C'est très basique et très efficace aussi si on part sur le côté search performance. Un levier qui va se retrouver bien au milieu en général, ça va être l'emailing. L'emailing où on a la possibilité de faire quelque chose qui soit plus resté top of mind, envoyer du mail histoire de rester dans l'esprit des gens. Ça permet d'avoir toute une approche qui va être plus orientée, on va dire, à branding, mais qui reste quand même assez mesurable et au final, on peut faire des actions de performance marketing avec le mailing qui soit extrêmement précis. Et donc, ces actions-là, en général, elles vont être plus orientées performance. Donc, on est, pour moi, sur le mailing un peu plus côté performance, mais on a une possibilité de faire du branding qui soit quand même pas trop mal. Donc, un bon levier globalement, mais bon, il faut avoir sa base mail. Ensuite, quand on se rapproche un peu plus du branding, on va avoir ce qui va être influenceur marketing. Pour moi, influenceur marketing, c'était quelque chose sur lequel on pouvait faire énormément de performance en 2014, à l'époque où c'était encore un levier sous-exploité. Maintenant que c'est un levier qui est exploité à sa juste valeur, on va dire, on sait que le ROI sur l'influence marketing va être plus long terme. Les influenceurs ont un ROI court terme, mais ils ont surtout un ROI plus long terme. Et il est rare qu'on retombe 100% sur ses pattes seulement avec de l'influenceur marketing. C'est quelque chose qui va permettre de valoriser son produit, de valoriser sa marque, de valoriser son identité, de la raccrocher à des valeurs, les valeurs des influenceurs justement. Donc très intéressant pour du long terme, mais pour du très court terme, pas forcément le top du top. Le dernier levier qui est très orienté branding, on en a déjà parlé, mais c'est le display, du display massif. Si vous faites du display dans les aéroports, si vous faites des grands 4x3 sur les Champs-Élysées, là vous êtes vraiment dans le branding. Vous mettez des grandes images, vous mettez des grands visuels, vous créez de l'identité. La prochaine fois que vous êtes dans un aéroport, regardez autour de vous et posez-vous la question. Toutes ces marques-là, elles sont en train de faire du branding parce qu'en effet, dans les aéroports, c'est plutôt des gens riches qui sont là et le branding, c'est souvent un truc de riche. Mais qu'en est-il du SEO? Je suis là avec mon t-shirt Google, je vous parle de tous ces leviers-là et je vous parle pas de mon levier préféré qui est le SEO. En effet, à l'heure qu'il est, je m'appelle Léo Poitvin, je gère une agence SEO et on aide nos clients, que ça soit sur de la performance ou du branding, à performer en SEO et à améliorer les rankings sur Google. Le SEO, on en a déjà un peu parlé précédemment, mais il a des avantages et des inconvénients vis-à-vis de la performance et du branding. En effet, le SEO a une certaine latence, donc assez compliqué de calculer précisément le ROI de chacune des actions SEO qu'on effectue afin de savoir si chacune des actions paye ou ne paye pas. Mais le SEO, c'est aussi le levier qui finit par avoir le ROI le plus rentable à long terme. En effet, c'est le levier où on nécessite de l'investissement en continu et à la fin, on finit par créer une machine à cash, une machine à ROI qui fait que nos coûts d'acquisition baissent progressivement et on capitalise dessus. Donc gros avantage comparé malheureusement aux performances marketing qui sont très orientées performance sur lesquelles on capitalise peu au final. Qu'est-ce que c'est le SEO côté performance? Le SEO côté performance, grosso modo, c'est aller ranker sur le nom de la chose qu'on vend. Typiquement, j'accompagne un e-commerce actuellement qui vend des équipements de musculation et quand je vais ranker personnellement son site sur acheter poids musculation, eh ben, c'est de la performance qu'on fait. En effet, il y a peu de branding qui va passer là-dedans. Le but, ça va être pour lui de collecter les clics qui ont des intentions de recherche, qui ont des intentions d'aller convertir, d'aller acheter des poids de musculation et ensuite de les convertir. Peu d'espace pour transporter les gens, pour créer beaucoup d'awareness. On est surtout orienté ici sur de la performance. De l'autre côté, si on va prendre un angle plus branding, qu'est-ce qui se passe par exemple si on va ranker sur du mid ou du top funnel? La performance en général, c'est très bottom funnel, c'est-à-dire des gens qui sont très proches du parcours d'achat, de la finalité du parcours d'achat. Si on va sur du mid funnel par exemple, on pourrait aller sur un guide d'achat, comment choisir ses haltères. Quelqu'un qui cherche à choisir des haltères,
il peut être intéressé, il va voir notre marque, on va commencer à rentrer dans son esprit et ça va être intéressant. On peut même aller ensuite sur du top funnel, comment être en bonne santé, et dans ce cas-là, on va lui dire faites du sport, utilisez des haltères, faites de la musculation, développez votre corps et tout ça va vous permettre d'être en meilleure santé. Puis on va le rediriger, si vous savez pas comment choisir vos haltères, tenez un guide d'achat pour choisir ces haltères. Et puis si vous êtes satisfait par le guide d'achat et que vous savez lesquels vous voulez choisir, voilà directement les haltères qu'on vend. Un autre acteur par exemple qui performe extrêmement bien en branding au SEO aux US, ça va être HubSpot. HubSpot, ils ont un blog qui est formidable et qui rank sur à peu près tous les mots-clés liés au digital marketing. Il y a des fois où HubSpot n'a pas directement de fonctionnalité pour ce levier, etc. Mais il couvre à peu près tout, que ça soit des définitions, que ça soit comment procéder exactement à une action, que ça soit de la stratégie, etc. Leur but, c'est que quand on fasse des recherches sur le digital marketing, on soit tout de suite pris à un moment ou un autre dans la boucle HubSpot, qu'on voit HubSpot régulièrement et que du coup, le jour de notre décision d'achat, on est forcément HubSpot qui nous gratte la tête quelque part à un moment ou un autre. Mais par quoi est-ce qu'on doit commencer? Si on peut faire et du branding et du performance en SEO, du bottom et du top, sur quoi est-ce qu'on doit commencer par insister et par mettre nos efforts? Ce que je vais recommander personnellement, ça va être de commencer par du bottom. En effet, c'est là qu'on va avoir le ROI le plus immédiat et comme le SEO est un levier assez long terme, autant qu'on essaie d'aller récupérer du ROI un peu rapidement. Au final, ça va nous permettre d'investir sur la suite de la croissance et d'aller chercher ensuite du top funnel. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple vis-à-vis de ça? J'ai eu un client récemment qui s'appelait Pandati, qui vend du thé en l'occurrence, et ils rankaient extrêmement bien sur beaucoup de top funnel, c'est-à-dire par exemple le bienfait de la verveine, mais malheureusement, ils rankaient pas extrêmement bien sur le bottom funnel, c'est-à-dire acheter thé noir par exemple. Du coup, on a travaillé ensemble pour voir si on arrivait à trouver un moyen d'améliorer leur performance sur le bottom funnel, ce qui leur permettrait d'avoir du ROI sur le SEO plus immédiat et plus fort, plus que juste de l'awareness global sur leur site et sur leur marque. C'est aussi ce qui fait dire que parfois, des centaines de milliers de clics, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. La chose la plus intéressante, c'est parfois simplement quelques clics, mais des clics qui convertissent. En effet, aller chercher le bon trafic en SEO, c'est aussi quelque chose d'important. Et ça permet évidemment de se concentrer sur l'essentiel et sur son cœur de métier, ce qui fera comprendre à Google ensuite derrière vers quoi est-ce qu'on veut s'étendre. Pour les débutants, comment commencer en SEO et quelles sont les bases du SEO, je vous la mets directement à l'écran. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube. Keep ranking, keep marketing.